Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut tout le monde, Coup de canon est de retour. Bienvenue chères auditrices, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve et à titre personnel que je vous retrouve après une absence de 4 podcasts où, je dois vous l'avouer, vous m'avez plus manqué que je ne le pensais. Aujourd'hui, gros sujet, pardon, d'actualité. On va faire un podcast 100% français, mais avec une grosse connotation italienne, puisque l'on va parler d'Andrea Berta, qui sera très probablement dans les prochaines heures ou dans les prochains jours le nouveau directeur sportif, directeur technique plus directeur sportif à mon avis de notre cher club Arsenal. Pour m'accompagner, l'auteur d'un article déjà paru sur Andrea Berta. Il a appelé ses parents, il voulait tout savoir sur lui. J'ai nommé Jonathan. Salut Jonathan. Allô Raoul, bonjour tout le monde. Et l'auteur d'un article à venir, si j'ai bien suivi, sur Andrea Berta également, euh, avec nous Louis. Salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Alors messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Andrea Berta, c'est pas officiel, c'est quasiment fait. Je crois qu'on est vraiment dans la rédaction des dernières entrelignes du contrat. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire ce podcast-là. Et puis en tant que premier podcast français, européen, voire mondial des Gunners, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet-là. C'est un sujet en moins, c'est un tracas en moins, j'allais dire, puisque on sait que les travaux d'été qui nous attendent vont être assez colossaux et il nous fallait un pilote pour tout ça. Le poste de directeur sportif depuis le départ d'Edu, et je reviendrai pas là-dessus, et l'intérim d'Eto, On ne intérim. reviendra pas dessus non plus. Bah non, alors si un tout petit peu, mais vraiment très rapidement parce que son intérim, si on doit faire le bilan, je vais pas dire comptable, mais si on doit faire le bilan de fans, forcément le bilan il est dégueulasse, il n'y a pas eu de mercato d'hiver, etc. Mais après, la question était de savoir quel était le degré d'autonomie et de décision qu'Eto avait sur la période d'intérim. Voilà. Si demain on nous dit il avait les cartes en main, carte blanche, le chéquier ouvert et c'est lui qui a rien fait, bah alors à ce moment-là, oui, très clairement, c'est une grosse déception. Mais si on nous dit que en fait il pouvait pas faire plus que ça et on attendait vraiment la bonne occasion du meilleur joueur du monde à 20 millions d'euros et qu'elle n'est pas tombée, eh ben, je peux comprendre que le bilan était dégueulasse. En tout cas, Messi, merci et tôt, il va pouvoir retourner à ce qu'il faisait probablement mieux avant le départ d'Edu et bienvenue Andrea Berta. Andrea Berta, Jonathan, italien de nationalité, connu pour avoir été présent à l'Atlético pendant quasiment 10 ans. Qui est-il? Plus que ça, Plus plus que que Plus de ça? ça, 10 pendant ans, ouais. 12 ans, Ouais. 12 ans. Bah voilà, bah, je voulais challenger Jonathan, mais c'est bon, vous suivez, Jonathan et Louis, parfait. Jonathan, allez, raconte-nous un petit peu, présente-nous Andrea Berta. Bah déjà, ce qu'il faut dire sur ce monsieur, c'est qu'il est quand même très discret. Donc, trouver des informations sur lui, c'est pas chose simple. Il n'y a pas pléthore de sources. Il y a pas des articles qui sont sortis un petit peu sur l'athlétique, à droite à gauche, sont dans la presse espagnole. On trouve des choses et d'autres, mais c'est quand même quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un, comme tu as dit, qui est italien, qui est né en Lombardie en 1972 et qui a intégré le monde du football assez tard, hein. Il a été contacté en 2002 euh, pour prendre la place de directeur sportif d'un petit club de la région de Brescia qui s'appelle l'AC Carpenedolo. Il a passé quelques années là-bas et le club a enchaîné les promotions. Parti d'assez bas quand même, hein, parce que à la fin de sa tenure dans ce club, je crois qu'il était en quatrième division italienne. Mais toujours est-il qu'il a pris le club à un point et il a réussi à les faire avancer année après année.
Après ça, il est parti en 2007 à Parme, qui était alors en Serie A, où il a passé aussi quelques années là-bas, où d'ailleurs il a côtoyé Claudio Ranieri, hein, qu'on connaît bien et qui est quand même un grand coach, qui a notamment remporté la Première Ligue avec Leicester en 2016. Donc il a passé quelques années à Parme. Et après, il a fait un passage à Gênes de 2009 à 2012, où là, il est vraiment rentré dans le dur. Je crois qu'il a officialisé pour quelque chose comme 50 signatures du côté de Gênes. Il a quitté Gênes en 2012, il a passé un an sans club et il a été embauché comme directeur technique par l'Atlético de Madrid en 2013, avec vraiment un gros focus sur le scouting international. Ouais. Et depuis donc 2013 à l'Atlético. Et l'aventure s'est terminée, je crois, en décembre ou en janvier. Décembre Début janvier, 2024 vers ou le... janvier 2025. C'est ça. Euh, Est-ce que l'on sait pourquoi ça s'est terminé comme ça en milieu de saison? Parce que je crois déjà que son contrat finissait cet été, mais il y a eu un remaniement au niveau de la structure du club en janvier 2024, où c'est le PDG a nommé un espèce de managing director pour tout ce qui est directeur revenu et un managing director pour tout ce qui est opération footballistique. Carlos Bucero, si je dis pas de bêtises, c'est son nom. Et bon, donc déjà, on en parlera après, mais Bertha n'a jamais eu complètement les mains libres dans ce club, hein. C'est vraiment des décisions qui sont prises un peu collégiales. Mais là, au niveau football, on lui a mis encore quelqu'un au-dessus de lui. Donc, je pense que quand ça fait une dizaine d'années, 11 ans, 12 ans que tu es dans le club et qu'on te remet quelqu'un au-dessus de toi, et donc professionnellement, bah, tu dois un peu repartir à zéro pour recréer un nouveau projet, bah, je pense il avait fait son temps et c'était le moment pour repartir. Je pense qu'il voulait pas repartir dans une nouvelle refonte du système, quoi, et qu'il avait besoin d'un nouveau challenge. Ouais. Avant de parler un petit peu de son bilan à l'Atlético et surtout des travaux qui l'attendent, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est très discret, notamment, mais par contre, c'est quelqu'un qui a été valorisé par le football espagnol, puisque ton article, j'ai appris via ton article qu'il avait reçu un, un prix assez honorifique de directeur sportif de l'année au Globe Soccer Award. C'était en 2019, donc c'était à peu près, j'allais dire, à la moitié de son mandat à l'Atlético, et qu'il y a aussi un moment où Paris était intéressé pour le faire venir en France. Donc c'est aussi, même si Paris, de toute façon, ils sont intéressés par tout le monde, mais c'est aussi une preuve de la qualité de son travail. Il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à lui, hein. Tu as, je crois, Newcastle, Chelsea, Manchester United. Son nom a pas mal tourné, en tout cas. Ouais. Alors, ce banquier de profession, il est banquier, je crois. Je sais pas si tu l'avais dit ou pas, ou je t'ai peut-être Il pas a entendu commencé, dire. Il il a travaillait commencé, dans les finances. c'est ça, ouais. Pardon, ouais, il a traité les finances. Donc, un mandat assez long à l'Atlético, et force est de constater que même si la figure emblématique de ce club reste son coach, charismatique, colérique, un petit peu foufou. Mais le palmarès de l'Atlético, à partir du moment où Berta est arrivé, est assez, je trouve moi, assez riche, compte tenu que c'est un club je vais pas dire qui végétait au milieu de tableau, mais qui avait un petit peu de mal et qui était surtout généralement effacé par le duo Barça-Real. Et aujourd'hui, on voit que bah, ce duo est devenu presque un trio chaque année. Donc, du coup, Berta a sa part de responsabilité, bien entendu. Le palmarès de l'Atlético sous Berta, Jonathan, tu peux Bien sûr. rapidement nous le donner? Oui, 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 absolument. Deux Ligas, 2013-2014 et 2021. Une Ligue Europa en 2018, deux finales de Ligue des Champions, 2014-2016,
Quelque chose qui est aussi très important quand même à noter, c'est que pendant son mandat, le club a toujours fini dans le top 3 de la Ouais. Liga, à part la saison dernière où il finit quatrième. L'équipe féminine a remporté la Liga 3 fois d'affilée entre 2016 et 2019. Et ils ont quand même une académie qui est assez costaud aussi. Bon, ça, c'est pas du palmarès, mais ils ont quand même une académie bien en place. Ouais. Et là, si on s'arrête 2 secondes, et là, je demandais un petit peu à Louis ce qu'il en pense. Quand tu entends un palmarès comme celui de l'Atlético sous Berta, c'est pas le palmarès de Berta, mais de l'Atlético sous Berta, que tu vois qu'ils remportent 2 Ligas, une Ligue Europa, qui font 2 finales de Ligue des Champions, euh, et qu'ils ont cette régularité de top 3 dans le championnat, sans parler du foot féminin. Et en parlant un petit peu de l'académie où il ne les a pas cités, mais il y a quand même de sacrés noms qui sont sortis de l'académie, à savoir Rodri, les frères Hernandez, Garnacho, pour ne citer que. Toi, Louis, quand tu entends ça et quand tu prends un petit peu de recul, est-ce que automatiquement tu penses à Simeone ou est-ce que déjà tu te dis que Bertha, il y est pour quelque chose. Parce que finalement, Bertha, en tant que directeur sportif, alors, il dirige et il mène et il donne une, euh, une impulsion sur la directive sportive du club. Il participe bien entendu au mercato, au recrutement. Donc, il donne à disposition de l'entraîneur un certain nombre de joueurs. Mais moi, quand j'entends que l'académie fait éclore des talents, moi, tu vois, j'ai plus tendance à dire que ça, c'est plus le directeur sportif que le coach, tu vois. Donc, toi, tu le vois comment quand tu entends palmarès de l'Atlético? Tu as envie de dire c'est le coach, c'est les deux, Bertha a sa responsabilité. Non, c'est clair que Bertha a eu un rôle et a joué son rôle. Comme l'a dit Jonathan, je pense qu'effectivement le palmarès est présent, mais pour moi le plus important c'est la régularité qu'a eu l'Atlético sur sa période où il était directeur sportif. Comme Jonathan l'a dit, ils sont sortis qu'une seule fois du top 4 et ils sont sortis qu'une seule fois du top 4. Ils sont toujours restés dans le top 3 dans une décennie où le football espagnol avait quand même pléthore de sacrés clubs. On parle notamment du Barça, on parle du Real, on parle de Séville par exemple, où il y avait quand même des clubs qui étaient quand même très très importants. Donc non, évidemment que Bertha a joué un rôle. Alors moi j'ai fait un peu l'exercice inverse de Jonathan, c'est-à-dire qu'effectivement Jonathan est parti à la pêche aux infos, et moi je suis parti à la pêche bah, justement ce qu'il a fait concrètement sur le marché des transferts Atlético. Et là je trouve que c'est aussi plutôt intéressant. Il y a un pattern qui ressort plutôt pas mal, on va dire, de ces 10 années de directeur sportif, et un pattern qui est quand même plutôt intéressant pour Arsenal. Alors j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir par exemple même sur Transfermarkt, je pense que c'est assez éloquent. Il a un pattern où il dépense beaucoup quand il vend beaucoup et il dépense peu quand il vend peu. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce il a toujours respecté une certaine logique économique et une cohérence économique. C'est-à-dire que c'est pas un directeur sportif qui arrive à Arsenal, qui arrivait dans un club où il y avait budget limité, où il pouvait faire ce qu'il voulait, etc. Là, l'Atlético avait une vraie logique économique, une vraie cohérence économique, et il n'y avait pas toujours tous les étés la volonté on va dire, de casser la banque et de faire un peu n'importe quoi. Par exemple, si on prend l'été dernier, l'Atlético dépense donc du coup 185 millions d'euros, mais ils ont vendu pour quasiment 100 millions. Été 2022-2023, l'Atlético dépense 26 millions d'euros, ce qui est très peu, mais ils vendent pour 14 millions. Donc, pareil, on cherche toujours un peu à l'équilibre. 2020, l'Atlético dépense 74 millions et vend pour 83 millions. Et enfin, l'été 2019, où là, je pense que c'est l'été où Bertha a réussi le plus gros business de son mandat Atlético. Allez, Il dépense 247 millions et ils vendent pour 315 millions. Donc, c'est l'été où ils vendent Rodri, ils vendent Hernandez, ils vendent Griezmann, il me semble. c'est ça. Donc, c'est vraiment l'été là où ils dépensent beaucoup, mais en parallèle, il a réussi aussi à vendre beaucoup. Donc globalement, ce qui est intéressant avec ce que Bertha a réalisé à Atlético,
c'est qu'il essaie toujours de rester cohérent, de respecter un cadre économique. Donc ça, je pense que c'est un bon point pour les Kroenke. Parce qu'on l'a vu là sur le dernier mercato d'été, la volonté c'était aussi d'équilibrer les comptes et de ne pas faire n'importe quoi et de respecter une logique économique après des étés bien dépensés. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour les Kroenke et c'est aussi intéressant pour le club. Mais en parallèle, il est aussi capable de casser la banque pour des cibles qui sont jugées prioritaires par Simeone, par le club ou par le board. Il a notamment été chercher Lemar pour 72 millions, Joao Félix pour 127 millions et Julian Alvarez l'été dernier pour 75 millions. Alors tous ne sont pas des réussites, évidemment, mais si on ramène ça dans le contexte de l'époque où il va les chercher, c'est quand même des joueurs qui sont des big prospects et qui sont quand même courtisés par la plupart des gros clubs européens. Joao Félix, au moment où il part du Benfica, il a 18 ans, il est titulaire, il est jugé comme étant le plus gros prospect jeune européen à ce moment-là. Lemar, quand il va le chercher, Monaco sort, alors je crois que c'est l'année où ils sont champions, ils sortent aussi d'un parcours en Ligue des Champions qui est plus qu'éloquent. C'est un jeune, Lemar à ce moment-là était aussi encore très jeune avec un gros potentiel et l'Atlético arrive à mettre le grappin dessus. Julian Alvarez, l'été dernier, pareil. City, alors s'attaquer quand on essaie d'acheter un joueur de City, c'est quand même pas évident. Mais pourtant, il y arrive, il le fait, il casse la banque et Julian Alvarez rejoint Atletico. Donc, je trouve qu'il y a quand même des patterns plutôt intéressants pour Arsenal. Il y a une construction d'effectifs quand même plutôt intéressante. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire là sur son premier AT parce que, comme Raoul l'a dit, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais dans tous les cas, ce qu'il a réalisé avec Atletico en termes d'économique enfin, en termes d'aspect économique et sportif, c'est quand même très intéressant, je trouve. Je rejoins Louis sur le côté Joao Félix et Lemar qui étaient assez jeunes. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas peur de la prise de risque. Ouais, Il n'y a pas peur, il y a pas peur de la prise de risque. Secteur ou Arsenal, on est quand même assez frileux là-dessus. Parce que si on aimait la prise de risque, peut-être que Alexandre Isak serait dans nos rangs depuis quelques années, pas Newcastle. Parce qu'on en parlait à ce moment-là aussi. Et, et on l'a pas fait. Donc, et on voit un peu la situation où on est maintenant. Donc, c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui a peut-être pas peur de prendre des risques et qui va trouver les arguments pour. Ouais, et alors, même au-delà de ça, je trouve il prend des risques, mais il arrive en même temps à être plutôt malin sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par malin? C'est que il a été capable de casser la banque. Donc, on l'a dit pour Le Marge ou à Félix ou à Van Ares, dépenser beaucoup quand il faut, dépenser peu quand il faut. Mais pour respecter un peu sa logique de balance économique et de ne pas non plus mettre les comptes d'Atletico dans le rouge, il a su compenser ses grosses dépenses par une politique de joueurs libres. Il a été chercher des joueurs libres pendant ces 10 années. Alors, c'est pas des joueurs libres qui ont joué un énorme rôle Atlético, mais c'est des joueurs qui ont réussi à intégrer une rotation et à répondre présent quand il fallait, même s'ils étaient en bout de course. Par exemple, il a été chercher Suyuncu à l'époque, qui était à Leicester, le défenseur turc. Il a été le chercher libre. Il a été chercher Aspilicueta libre. Il a été chercher Witsel libre. Il a été chercher Marcos Paulo, le Brésilien, libre. Il a été chercher Héctor Herrera libre. Il a été chercher Fernando Torres libre. Et il a été chercher Luis Suarez pour 9 millions. Alors, il n'est pas libre, mais il a été cherché pour 9 millions. Et surtout, le Donc, rapport, le retour sur investissement qu'il a eu avec Luis Suarez, c'est ça il leur a permis d'aller chercher la Liga en 2021. Donc là où je rejoins Jonathan, c'est qu'effectivement, il n'a pas peur de prendre des risques et d'investir sur des joueurs qui sont jugés vieux ou en bout de course. Mais pour lui, ce sont des joueurs qui sont libres, mais qui vont jouer à un moment un certain rôle dans une rotation et mettre en place une certaine logique de rotation. Et je pense que là, Raoul, tu vas comprendre là où je vais en venir. C'est qu'actuellement, on a l'effectif le plus court de Première Ligue. Je me souviens que l'été dernier, quand on a été chercher Merino, 28 ans, qui est une levée de bouclier parce que tout le monde le jugeait vieux, ma question, c'est est-ce qu'il va réussir à remettre en place cette politique de joueurs libres, même si ce sont des joueurs vieux, pour compléter un effectif quand même très très court. Je pense qu'on le voit cette saison. Le fait qu'on joue avec Merino en pointe, etc., ça laisse quand même transparaître un effectif qui est très court. Alors oui, on a eu beaucoup de blessures, etc. Mais quand on a dépensé autant sur les mercatos et sur les 5 dernières années, j'ai un peu de mal à se cacher derrière. Oui, mais on a un effectif court et en plus on a des blessés. C'est qu'on l'a voulu.
Donc moi, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, Bertha va réussir à remettre en place cette politique de joueurs libres, de joueurs âgés, de joueurs qui vont jouer peut-être 5-6 matchs dans la saison, mais qui vont répondre présent et qui vont venir compléter un effectif qui est déjà assez court. Ça, pour moi, c'est ma première interrogation. Ouais, je suis pas. Alors, plusieurs choses, messieurs. Euh, En préparant, enfin, non, sans préparer cet épisode-là, mais surtout en voiture, j'ai écouté attentivement le podcast de nos amis les artilleurs, également sur le même sujet, sur Andrea Berta, avec une invitée journaliste qui couvre le championnat de foot espagnol, notamment l'Atlético et un petit peu le championnat anglais. Et il y a deux chiffres qui illustrent parfaitement finalement ce que Jonathan et toi, Louis, vous avez dit. C'est que je crois que c'est sur les 10 dernières années, c'est 1,3 milliard d'euros de dépensés pour 1,1 et quelques milliards d'euros de vendus. Donc on voit que sur 10 ans d'exercice, il y a une balance qui serait inférieure à 200 millions entre les achats et les ventes, qui pour un club du standing de l'Atlético et demain le standing d'Arsenal, c'est absolument rien. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Ensuite, là où j'ai commencé un petit peu à paniquer, c'est quand tu nous as expliqué que euh, c'est quelqu'un qui était capable de dépenser beaucoup quand on vendait beaucoup et de dépenser peu quand on vendait peu. Et sans attendre finalement mais il est capable d'acheter et de faire des coups de folie, je me suis dit, mais en fait, on va vendre qui cet été? On va Oui, pas c'était vendre ça beaucoup. Ouais, tu c'est vois? exactement ma deuxième interrogation. C'est est-ce qu'il va réussir à sortir de son pattern qu'il a eu dès 10 ans à Atlético? C'était justement ma deuxième interrogation. Ouais. Parce qu'effectivement, si on attend de lui d'acheter beaucoup quand il vend beaucoup, nous, on n'a rien à vendre, hein. Donc, Alors, alors, ça ouvrirait en tout cas, si la politique des Kroenke est celle-ci, ça veut dire que si on veut acheter beaucoup, il va falloir vendre beaucoup, et on a à minima deux noms qui ressortiraient fortement et qui auraient une valeur marchande très importante, mais moi je trouve que ce serait une erreur d'ouvrir la porte à ces deux-là, et notamment je pense à La Saliba défense qui, centrale. bah ouais, les défenseurs, c'est quand même une monnaie très rare. Et on a quand même un petit peu d'argent au-dessus des têtes de Saliba et de Gabriel. Juste, juste pour compléter un petit peu, quand on parle de 5 milliards 3, 1 million 1, c'est vraiment une vision sur 10-12 ans qu'on a, hein. C'est quand même très très large avec un gros zoom en arrière. Là, il va arriver dans un club où on n'a rien dépensé cet hiver, où l'été dernier, on a été très conservateur aussi, où il y a des grosses attentes pour le marché. Le fait de vendre avant d'acheter, peut-être que ça se mettra en place comme ça, mais je pense pas que ce soit la. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne pense pas que ça va être l'approche pour cet été. Je pense que l'approche pour cet été, après avoir fini 2 saisons deuxième, après avoir un petit peu gâché ce qu'on aurait pu faire cette année, si je peux me permettre, je pense que cet été, ça sera agressif tout de suite. Je pense qu'il va y avoir une posture pour cet été, et après, une vision peut-être à plus long terme de la façon dont on veut gérer sur deux choses. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas en vendant Zinchenko et Trossard qu'on arrivera à aller chercher Isaac, Nico Williams, Zubin Mendy, Johan Garcia et compagnie. Ça, c'est sûr et certain. C'est, oui, non, mais c'est clair. Mais je pense que sa prise de fonction va arriver en plusieurs temps. Déjà, il faut rééquilibrer l'effectif et recruter fort cet été pour ensuite lui laisser le temps de mettre en place son savoir-faire pour équilibrer et d'une part l'effectif et d'autre part les comptes au fur et à mesure que les années vont passer. L'autre chose que je voulais dire, qui est en train de me sortir de la tête, mais je fais semblant de parler pour ne rien dire, pour que ça me revienne, c'était que concernant les anciens et Merino. Je pense que, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je pense que Merino, faut juste recontextualiser. Je pense pas qu'on ait critiqué, qu'on ait dit on prend des vieux. On l'a souvent dit, alors tu vas me dire c'est la même chose, Louis, mais je trouve que la nuance, elle est importante. On a souvent dit que le recrutement de Merino n'était pas dans la lignée de la politique sportive que voulait mettre en place Edu. Et c'est là où on a commencé à se dire pour certains, et si tu regardes dans ta caméra,
Louis, tu verras de qui je parle. Toi qui fais des signes devant Oui, toi. on est au C'est courant. c'est là où on a commencé à se dire, est-ce que Edu, il n'est pas en train de perdre la main sur le recrutement? Parce que moi, de fait d'avoir l'effectif le plus jeune et de construire et de faire évoluer et de savoir faire évoluer des jeunes, c'est pas le truc qui me choque le plus. Mais quand tu as une moyenne d'âge, alors après, sachant que tu es encadré par des anciens de la maison qui sont restés. Jorginho en faisait partie, en fait encore partie. Partey en fait encore partie au moins jusqu'à la fin de la saison. L'année dernière, on avait El Neni qui fait partie, Louis, c'est la description type de ce que tu disais, capable de faire 5-6 matchs quand on a besoin de lui, qui répond présent, qui est plus tout jeune. Mais donc, on les avait déjà. Et finalement, c'est peut-être les jeunes d'aujourd'hui qui sont piqués Arsenal qui seront nos anciens de demain. Donc, je pense que c'était pas l'âge qui était critiqué, mais surtout la contrebalance avec ce que Edu essayait de mettre en place depuis des années, depuis qu'il était là, en recrutant notamment de jeunes joueurs qui étaient parfois prêtés, comme Saliba, 3 ans de suite, avant de s'imposer à Arsenal. Mais le chantier, il est énorme, les attentes sont énormes, et c'est là où on va continuer cette émission-là, en parlant un petit peu finalement de quel va être son chantier et quelles vont être nos attentes par rapport à ça. Alors, juste Euh, avant le chantier, Raoul, oui, bien sûr, je Louis. trouve qu'il y a un autre point aussi qui est intéressant avec Bertha. Je sais pas, je crois pas qu'on en ait parlé. C'est aussi sa capacité à vendre, du coup, qui est quand même plutôt intéressante. Euh, Parce que du coup, il a revendu Joao Félix 50 millions alors que c'était un flop à Atletico, il a revendu 50 millions. Alors certes, à Chelsea, tu peux leur refourguer n'importe quoi. Ils Du vont coup, c'est l'acheter, mal donc vendu à Chelsea, en fait. Il l'a mal vendu, tu vois. je pense qu'ils auraient pu le vendre au moins 100 millions à Chelsea, que ça serait passé, mais ça, c'est pas grave. Donc, il revend Joao Félix 50 millions. Il revend Mateus Cunha 50 millions à Wolverhampton. Il revend Griezmann 120 millions. Il revend Lucas Hernandez 80 millions. Et Je il pense que, revend Rodri 70 je millions. pense que Griezmann, Et, c'est le Griezmann, et coup le Griezmann, et plus Gri- pour le magnifique racheter, qu'il ait jamais fait. voilà. Ouais. Et qu'il ne fera jamais. Le vendre une blinde à Barcelone pour le racheter 6 fois moins que ce qu'il a vendu parce que le Et joueur, que d'une part, se et sent qui pas bien à performe Barcelone derrière. et qui performe derrière. Ouais, non, Ouais, ouais, carrément. exceptionnel. Exceptionnel. Et du coup, je trouve qu'il y a un point quand même qui est très important pour Arsenal. Et honnêtement, je pensais pas dire ça de la part d'un directeur sportif italien qui en plus a officié 10 ans dans un club espagnol. Parce que quand on voit les achats de Julian Alvarez, Conor Gallagher, les ventes de Rodri, Cunha, Joao Félix, et ben en fait, on a un directeur sportif qui connaît déjà très bien le marché anglais, et qui s'est déjà tissé un réseau sur le marché anglais sur les dernières saisons. Et du coup, c'est pas un directeur sportif qui arrive sur le marché anglais et qui va le découvrir. Je pense qu'il a déjà son réseau, il a déjà des agents en Angleterre, il a déjà des joueurs qu'il connaît. Donc je pense que pour un directeur sportif dont on attend le plus gros joueur cet été qui devrait venir de Première Ligue, en l'occurrence Alexander Isak, on sait que c'est la cible numéro une. On sait que c'est un directeur sportif qui arrive au club et qui arrive sur le marché en le connaissant déjà. Donc quand tu as 3 mois pour travailler, que tu arrives et que tu connais déjà ton marché, je pense que c'est un bon point. Et je rebondis aussi par rapport à ça. Enfin, il était à Atlético avant, et il y a quand même pas mal de points où tu trouves des similarités entre l'Atlético et Arsenal, qui sont dans le top de leur championnat respectif de façon historique aussi, mais sans être les plus gros, sans avoir la même capacité financière et qui ont un petit peu le même fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant. Souvent, quand on parle de Bertha, on a tendance à dire oui, mais il y a eu les dossiers Joao Félix, le Mar. Bon, il faut savoir, pour être honnête, hein, il faut se dire aussi que Bertha à l'Atlético, il est dans une structure où tu as un PDG, un CEO, Gilles Marine, qui est très très présent. Je crois qu'il est présent dans le club depuis le début des années 90 comme PDG.
Donc ça remonte à une trentaine d'années quand même. Le PDG a des rapports très forts avec le président de Barcelone, a des rapports très forts avec Jorge Mendes aussi. De l'autre côté, il a Diego Simeone. Donc faire le bilan de Bertha, enfin, c'est pas quelque chose de. Il y a du bien et du moins bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut toujours, je pense, le prendre avec un filtre parce que il est jamais seul décisionnaire là-dedans. Mais ce qui tombe Oui, pas plus mal non plus, parce que à Arsenal, ça sera la même chose. Donc c'est ça c'est ça moi que je trouve assez intéressant en tout cas. Alors, je vous propose un exercice qui va pas être évident, vous verrez, parce que finalement, on aura toujours envie d'aller un peu plus loin, mais c'est de structurer les deux prochains thèmes de façon très distincte. À savoir, messieurs, je vais déjà vous demander quelles sont vos attentes. Alors, quand je dis vos attentes, c'est les attentes côté club, côté supporter, etc. Mais sans rentrer dans le détail de ce que lui va pouvoir apporter. Et une fois qu'on aura défini quelles sont les attentes et quelles sont finalement ce qu'on va lui demander de faire, on gardera en fonction du profil, en fonction du club, en fonction de l'environnement, là où son recrutement semble très pertinent par rapport à ses qualités, et là où éventuellement on peut mettre des warnings sur certains sujets. C'est un petit peu atypique comme exercice, je vous l'avoue, mais j'ai énormément confiance en vous pour vous le proposer, sinon on ferait de façon plus traditionnelle. Euh, Concrètement, messieurs, quels vont être les 12 travaux d'Andrea? Parce que mine de rien, on est un club qu'on dit maintenant structuré, voire restructuré depuis l'arrivée d'Edu, depuis l'arrivée d'Arteta, où il y a un certain nombre de choses assez intéressantes qui ont été faites. Euh, Néanmoins, il y a encore des attentes. On reste deux fois deuxième. On espère qu'on va faire une nouvelle fois deuxième. Alors, on espère être champion, mais je crois qu'il faut qu'on arrête cette illusion-là. Même si, hein, Louis, et si, et si, et et si, si, et et pourquoi pas, oui, et pourquoi et oui. pas. Mais bon, on va viser la deuxième place, ça sera déjà pas mal. Et il y a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer. Donc voilà, il y a encore des trucs un petit peu excitants à venir. Mais la fin de saison va arriver très rapidement. Et les travaux d'Andrea Berta ont déjà commencé. Et messieurs, quelles sont vos attentes par rapport à cela? Pour moi, ça va être très simple. C'est là, on est à une période un petit peu charnière, je pense. Et ça va être de donner à Arteta tous les outils pour aller chercher la première ligue l'année prochaine. C'est clair. Ça va être ça. On a d'un côté City qui est sorti d'un gros cycle. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Euh, et c'était normal qu'à un moment, il y a un petit déclin. Et je pense qu'on pourra peut-être encore en bénéficier l'année prochaine. Slot à Liverpool fait une saison fantastique. Mais néanmoins, il y a quand même trois gros points d'interrogation au niveau de Salah, de Van Dijk et de Trent Alexander-Arnold. Et donc, même si bon, je pense qu'ils vont remporter la première ligue cette année de toute façon, mais va y avoir encore du boulot l'année prochaine pour remettre l'effectif à niveau. Et là, ça va vraiment être le moment d'aller chercher la première ligue l'année prochaine. Donc, est-ce qu'il va réussir avec tous les postes qu'il y a à combler, à donner à Arteta ce qu'il veut pour qu'il puisse aller le faire? D'accord, donc alors, Moi aussi, ouais, vas-y. si je devais, pardon, je voulais, mais si je devais le dire autrement, parce que finalement, si on arrive au titre, encore une fois, celui qui va être jugé ou mis en avant, ce sera Arteta, bien entendu. Mais pour arriver au titre, je vais le dire différemment, Jonathan, et dis-moi si je me trompe, c'est-à-dire que tu attends de la part de Bertha, de ses équipes, en tout cas la direction sportive, un recrutement, on va dire ça avec les mots qui vont bien, un recrutement à la hauteur de nos ambitions de l'année prochaine, à savoir des joueurs top pour aller franchir un échelon et enfin passer cette deuxième place pour arriver à remporter la première ligue. Donc du coup, toi, ce que tu attends principalement, ça va être un gros mercato estival et éventuellement déjà des ajustements dès le prochain mercato d'hiver. Est-ce que je le résume correctement ou pas?
Oui, 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 mais c'est donner l'effectif qu'il faut à Arsenal pour pouvoir Ok, avancer, à voilà. Arteta, pour pouvoir aller sereinement vers la Ok, PL. Et donc, il y a ça c'est des... la mission de Bertha, l'objectif étant le titre. Ok, je comprends mieux. Voilà. Et nos auditeurs, je voulais les clarifier par rapport à ça. Louis, Bah, moi, je suis totalement d'accord avec Jonathan. Pour moi, ce que j'attends, c'est de donner les clés à Arteta pour passer la dernière marche pour remporter le titre, enfin pour avoir une équipe qui gagne, en fait, qui valide tout le process qui a été mis en place depuis 5 ans. Euh, le mot qui est important, tu l'as dit Raoul, c'est effectif. C'est pas forcément 11 de départ. Moi, j'attends qu'il hmm. renforce. Alors, le 11 de départ, oui, mais j'attends de lui qu'il renforce l'effectif. Et ça, je trouve que c'est très important. Ah non, je suis d'accord. Euh, alors, même si, comme dans tout club, quel que soit le niveau, l'équipe première est la vitrine du club, etc., est-ce que si je vous cherche un petit peu, messieurs, est-ce que vous avez également des attentes par rapport à deux autres sujets dans la vie du club, à savoir les filles et surtout, parce que les filles, je pense que moi, très clairement, ça c'est un petit peu en mode autonome et que ça va se gérer nickel, mais surtout l'académie. Est-ce que d'après vous, il doit directement mettre son nez dedans parce qu'on a quand même perdu certaines pépites prématurément. On est aussi, et c'est là que finalement que tout commence quand tu vas chercher des jeunes et que tu les ramènes dans ton académie. Est-ce que pour vous, il y a déjà des travaux à faire sur la section féminine et l'académie ou est-ce que c'est 100% focus sur l'équipe première? Je te laisserai, Louis, parler, si tu veux, de l'académie. Moi, je peux juste dire un mot sur les filles. Les filles, ils ont aussi déjà une directrice du football, hein, Claire Whitley, qui a un petit peu ce poste de directeur sportif, qui s'occupe des filles, même si à l'époque d'Edu, Edu avait une vision dessus. Euh, les filles, si elles avaient fait une entame de saison comme elles font en ce moment, on serait très très bien placé. Alors peut-être pas au niveau encore de De Chelsea, parce que je Chelsea, crois que Chelsea, ils sont encore invaincu? invaincus. Je crois qu'ils sont à 16 victoires et 2 matchs nuls, mais on serait bien en place. Mais ils ont quelqu'un qui chapeaute un peu, donc je pense que sa priorité, ça va être l'équipe première, et après l'académie. Donc Louis, si tu veux. Bah, pour l'académie, on sait que c'est actuellement Per Mertesacker, pardon, le directeur de l'académie. On commence à avoir une académie dont le renouveau et le travail qui est effectué sur dernière saison qui commence à porter leurs fruits. On voit Noah Neri, on voit Miles Lewis Kelly qui vient de marquer pour sa première sélection avec l'Angleterre. On a Max Doman qui devrait arriver. Derrière, on en a d'autres petits jeunes, Aritanus, etc., qui poussent. Alors, est-ce qu'il va mettre son nez dedans dès le début? Je ne sais pas. Je pense qu'il va observer la situation et faire aussi un état des lieux pour voir effectivement bah, qui peut apporter quoi à son projet et enfin, au projet qu'il souhaite mettre en place pour l'équipe. Donc, bon, je pense que là, le plus gros de son travail, surtout ce qu'il attend, c'est obligatoirement bah, pour l'équipe première. Ouais, c'est vrai que si j'allais dire, la section féminine est un petit pas dire en autogestion, mais se suffit à elle-même, je pense, même si on a reproché à Eito de ne pas avoir été énormément présent dans le recrutement du coach après le départ forcé du coach et d'avoir finalement laissé sa chance à celle qui était la coach adjoint avant. Donc tu vois, même si tu as une responsable sportive de la section féminine, on reprochait quand même au directeur sportif par intérim son manque de, j'allais dire, de quoi Enfin, de... qui a reproché ça? Ça marchait très bien avec elle. À mon avis, ils se Ah sont oui, dit autant qu'on la laisse jusqu'à la fin de la saison, voir ce qu'elle fait. Et là, pour l'instant, hier et encore, elle le fait très très bien, ouais. ils Concernant ont mis la une raclée à Liverpool, 4-0, ouais. Bah, après, 4-0. le match retour de samedi contre le Real, je pense que ça va dicter la fin de saison pour elle. Au niveau de l'académie, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, non pas de formation, parce que je pense qu'on a des entraîneurs qui vont bien, mais surtout sur un aspect contractuel. Il y en a peut-être un peu marre de perdre à chaque fois les mecs quand ils commencent à être bons et qu'il y a les appels. Alors même si le joueur, au final, il est maître de son choix, mais il faudrait qu'on arrive peut-être à garder quelques talents, un peu plus de talents qui pourraient être Bah, en fait, au moins essayés, tu vois.
je crois que le souci, alors je ne suis pas un expert là-dessus, mais je crois que du coup, les soucis avec les jeunes d'Angleterre, c'est que tu peux pas leur faire signer de contrat, il me semble du Avant coup. les 18 ans, ouais. Oui, ouais, avant les 18 ans, parce que alors je crois que ils appellent scholar, scholar contract ou je sais plus quoi. Donc effectivement, c'est compliqué de garder des jeunes parce qu'en fait, ils peuvent partir à tout moment. Donc effectivement, c'est comment tu fais pour les verrouiller. On a vu avec le départ de Shido que le problème, c'était surtout l'accession à l'équipe première, même si après Nwaneri, Max Skewi ou même Max Doman, je pense, saison prochaine, lui ont un peu donné tort. Après, effectivement, on a le petit Even qui est parti et qui, qui, euh, qui est en train de doucement faire sa place à United. Mais honnêtement, est-ce qu'il aurait pu avoir la même trajectoire avec l'équipe qui est la meilleure défense de Première Ligue? Hmm. Je ne pense pas. Effectivement, quand on voit l'état de la défense de United, je pense qu'il a eu, entre guillemets, raison peut-être de partir dans un club où il y avait plus pour lui de marge de manœuvre pour s'imposer plutôt qu'à Arsenal où je pense que effectivement c'était totalement bouché. Donc après voilà, c'est faire pousser des jeunes, mais comme Arteta l'a souvent dit, c'est faire pousser des jeunes qui apportent à ton équipe, à ton 11 de départ, qui ont la capacité d'apporter. Je pense que le plus gros des chantiers il est là-dessus. Ouais, alors tu vois, il y a quand même cette notion de contrat et de prêt. Tu vois, par exemple, on l'a très bien fait avec Saliba. On l'a signé. Le mec qui veut atteindre l'équipe première, etc., on l'a montré. Et Saliba, c'est vraiment, je trouve, l'exemple top sur lequel on devrait presque s'appuyer pour que nos jeunes y restent. C'est-à-dire, on te fait un premier contrat, on t'envoie un prêt, une première saison, voire une deuxième saison, tu t'aguerris et on voit ce que ça donne. Tu vois, alors après, Saliba, je pense que c'est un petit. Quand je dis un cas isolé, je pense qu'il avait des prédispositions que d'autres n'ont pas, mais ça veut dire aussi que ça peut marcher et que le prêt, finalement, tu restes attaché à un club qui t'a formé et avec la possibilité. Moi, je pense que le problème est plus dans l'intégration des jeunes dans l'équipe première et qu'aujourd'hui, d'après moi, pardon, à tort, on utilise les dossiers ou les joueurs MLS et Nwaneri pour dire oui, Arteta fait jouer nos jeunes. Et c'est là où je trouve qu'on va pas assez loin sur le sujet de la jeunesse, à savoir que si on n'a pas tous les arrières-gauches qui se pètent et si on n'a pas toute notre ligne offensive qui se pète, les jeunes, on les voit même pas. Les talents, c'est Oui, exactement les après, mêmes, mais voilà. Enfin, Juste, après si le petit jeune il veut pas prolonger en tant que tel, oui, tu oui, peux après, il faut lui pas les proposer garder, tous les garder plans. pour garder. Non, non, je suis S'il d'accord veut avec pas, toi. s'il veut, si le gars veut pas rester, bah écoute, tant pis, il veut pas rester, il Je, veut pas rester. je suis d'accord avec toi. Mais je reviens il juste y a sur, peut-être un truc à faire je, là-dedans. je reviens juste sur un point, Raoul, parce que tu parlais des prêts. Ouais. Et c'est marrant parce que bon, moi, j'étais aussi un peu sur Transfermarkt pour voir ce qu'a fait Arsenal, ce qu'a fait l'Atlético. Et on parlait tout à l'heure de Joao Félix, qui était un gros flop, mais qui a quand même quitté le club pour 50 millions d'euros, ce qui est pas mal. Mais c'est surtout sa gestion, c'est que je pense que dès qu'on a vu que ça ne le faisait pas à l'Atlético, euh, ils se sont dit, OK, ça ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va en faire? Et après, Félix a quand même enchaîné les prêts que ce soit à Barcelone et que ce soit à Chelsea. Je mets ça en comparaison, par exemple, avec Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, on l'a acheté combien? 80 millions? Beaucoup trop cher. Il est parti pour zéro. Et je sais pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mieux à faire? Est-ce qu'il y avait quelque chose de mieux à faire pour pouvoir en tirer un petit peu au lieu de le garder jusqu'au bout du bout? Et là, enfin, c'est là où je vous dis que c'est intéressant. Quand ton plus gros flop, tu le revends 50 millions. Bon, t'en as perdu Ah, 70 dans l'opération, c'est sûr. je suis Mais je trouve entièrement ça super d'accord. smart en tout cas. Ce côté un petit peu dynamique, ok, ça le fait pas, bon, boum, Mais il n'y a comme, rien qui reste là. mais de la même façon que Louis dit, le jeune qui veut partir, on le laisse partir. Le joueur comme Pépé qui a un contrat de 5 ans, à qui il reste 2 ans avec un salaire très confortable et qui dit, moi je joue pas, c'est pas grave, je reste, et qui prend son salaire tous les mois, c'est la même problématique, hein. Tu peux Oui, pas forcer un c'est joueur là, à partir finalement. non, j'entends, mais c'est là où Edu, il a step in et où il a cassé des contrats. Où il a Ouais. cassé Ouais, des que contrats, Ah oui, merci, Ozil, au revoir, je préfère Ozil, payer, Aubameyang, tout ça, il a voilà, su le faire, ouais. pour que tu arrêtes de me... Enfin, ça dépend la posture de la personne. Si la personne est de bonne volonté, j'ai dit, bon, ok, ça ne le fait pas, je vais jouer ailleurs, machin.
très bien. Mais si tu commences à avoir quelqu'un dans le vestiaire où l'influence n'est quand même pas la meilleure, entre guillemets, bah, on casse le contrat et on y va. Mais moi, On ce que est, j'aime bien, c'est ce côté flexibilité, agilité du club où le mec, ça allait pas, on l'envoie à Barcelone, on l'envoie à Chelsea et hmm, là, boum, par chance, on l'a vendu à Chelsea 50 millions, qu'il a gardé moins de 6 mois et qu'il a rebalancé en pas derrière. Mais bon, ça, c'est le problème de Chelsea. Mais je trouvais ça en tout cas smart dans la façon je suis d'accord. de faire avancer le problème. Alors, maintenant qu'on a dressé la liste des tâches de Bertha, messieurs, si on essayait de mettre en parallèle ses qualités, et je ne vais pas parler de défauts, mais peut-être des inconnus, face à ce qu'il attend. Dans une période de recrutement, on va avoir besoin d'un directeur sportif qui connaît le football. Il a l'ancienneté avec l'Atlético, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas un peintre. On a besoin de quelqu'un qui a un réseau et qui est capable soit de faire de gros contrats et de négocier des gros contrats, soit d'avoir des recrutements intelligents. Il l'a fait avec l'Atlético. Alors, comme dit Jonathan, jamais tout seul, mais il l'a fait. Euh, donc, à ce niveau-là, sachant qu'en plus de ça, nos cibles, en tout cas la cible première offensive, elle est connue de tous depuis 2 ans, pardon, et que c'est Isaac et qui joue à Newcastle, je pense que il saura faire. Ça veut pas savoir faire, ne veut pas dire y arriver, hein. Parce que moi, franchement, si on arrive à recruter Isaac, je pense que je tombe de la chaise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs, tellement d'indicateurs qui me font penser qu'il ne viendra pas, notamment l'indicateur financier. Alors, à moins que Bertha soit un énorme négociateur et que la meilleure négociation à faire sera avec la famille Kroenke et non pas forcément avec les joueurs. Mais il faut pas attendre devant pour recruter. Euh, Non, tu as raison, c'est infaisable. Pour moi, pour l'instant, le dossier Isaac est pas faisable. Ils sont ouais. combien de Première Ligue Newcastle? Ils viennent de gagner la Cup, Euh, le mec il est adulé là-bas. Oui, oui, Il oui, y mais a, la il y a, il Carabao y a Cup, aussi. ça rentre pas en compte dans l'Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ah, de on s'en voir est-ce qu'ils fout. vont jouer la Ligue des Champions. S'ils jouent la Ligue des Champions, c'est mort. c'est mort. Là, Mais ils sont non, mais sixième. moi Et je il y a pense peut-être pas. Je pense que même s'ils jouent la Ligue des Champions, notamment un club comme Liverpool qui va se mettre sur les rangs, j'en suis persuadé. Voir toujours les Chelsea et les Manchester United qui sont sur tous les mêmes dossiers que nous. Mais je sais pas. On n'a pas cette Ah, moi, je pense habitude, que nous. si. Je pense que s'ils sont en Ligue des Champions, Newcastle le laisseront jamais passer parce que tu récupères l'argent de la Ligue des Champions. Tu as fait une saison, tu peux repartir. Enfin, ils ont quand même une super bonne dynamique dans ce club. Donc, je ne le vois pas le Bah, laisser partir s'ils ont la Ou Ligue des alors, Champions, en tout cas. il faudrait vraiment une offre beaucoup plus conséquente que les chiffres qui sont annoncés. Là, on annonce 100 millions, plus de 100 millions. Je pense bah qu'effectivement, s'ils moi, sont en Ligue à des moins, Champions, mais à 150, voire 180, hein, c'est je ça. pense, hein. Ils vont attendre un chèque de ouf pour le laisser partir et à ce prix-là, évidemment, c'est infaisable pour nous. Et quand tu dis que c'est infaisable, c'est parce que tu trouves que c'est irraisonnable ou tu penses que. Parce que pour moi, l'argent, on l'a, hein, Louis, hein, vraiment, hein. Alors oui, on l'a pour un joueur, mais là on va venir sur le plus gros, enfin sur le gros sujet des attentes qu'on a pour Bertha cet été, c'est qu'on n'a pas que Un Alexander gardien. Isak à recruter et on n'a même pas qu'un gardien. Enfin si je refais un peu si je mets un peu de contexte à ce qui nous attend quand même là cet été, je pense qu'on part quand même sur le mercato le plus important, le plus conséquent en termes d'attente, etc., peut-être des 15 dernières années, voire même peut-être 20 dernières années. Mhm. Parce que du coup, on va avoir Partey départ libre, Jorginho départ libre, Tierney départ libre, Sterling retour de prêt, Neto retour de prêt. Peuvent à ça s'ajouter Zinchenko qui ne joue plus et qui était déjà en partant cet été. Trossard, fin de contrat 2026, qui a refusé de prolonger son contrat cet hiver. Et Kivior qui ne joue pas et qui n'est pas au niveau. Donc du coup, tu prends tout ça et on est en train de me dire qu'il faut absolument dépenser 130, 120 millions sur Alexander Isaac, alors que grosso modo, le max
d'argent qu'on a dépensé sur un mercato, je crois que c'est 230 millions. Donc, si on lâche 230 millions sur Isaac, ça veut dire qu'il nous resterait que 100 millions pour trouver un ailier, deux milieux de terrain, un défenseur et un gardien. Même pas, parce que tu as déjà les 60 millions de Zubimendi, que tu comptes pas dedans. Oui, et en plus, tu peux rajouter déjà 60 millions de Zubimendi. Donc, oui, je pense qu'effectivement, on a la capacité de dépenser 100 millions pour juste Alexander Isaac. Mais en dépensant 100 millions pour Alexander Isaac, comment tu te renforces sur les autres postes? Et je vois honnêtement pas comment Alors, c'est possible. moi, je pense, quand je dis qu'on a la capacité financière, je pense que la direction, la famille Kroenke, a l'argent et que malheureusement, alors c'est très utopique ce que je vais vous dire, messieurs, hein, avant de recentrer Mais sur Bertha. l'argent, c'est sûr qu'elle l'a. Mais est-ce que dans le mode PSR, Profit Sustainability Rule, enfin, les règles financières de l'UEFA, on peut le faire. C'est ça. Bien sûr qu'il a l'argent, C'est sur Kroenke. 3 ans, hein, Mais c'est, est-ce... t'es jugé sur 3 ans, hein. Oui, mais ça veut dire qu'il faut vendre correctement derrière. Ouais. Parce que le problème, c'est que Bertha va payer des mercatos dégueulasses. Ah oui, Il va c'est. payer l'inaction, le mutisme, je sais pas, on a hiberné pendant l'hiver. Même si, encore une fois, hein, et je veux pas trahir ce que j'ai toujours dit, je pense que si c'était recruté pour recruter, il n'y avait pas d'intérêt. Et si c'était pour lâcher trop d'argent sur un joueur trop moyen, je voyais pas l'intérêt. Je préférais garder cet argent-là pour le mercato d'été qui allait suivre. Donc, je change pas, mais force est de constater que le scénario étant celui qu'il est, avec Martinelli qui se pète, avec Havertz, Martinelli qui se pète 2 jours après, je crois, la fin du mercato d'hiver, avec Havertz qui se pète dans un camp d'entraînement qui était censé nous ressouder, etc. C'est très compliqué. Et on paye surtout un mercato d'été qui, pour moi, n'a pas été au niveau et qui montre, encore une fois, on n'aura jamais la vérité, je ne pense pas. Mais ce mercato-là, pour moi, c'est pas un mercato des doux, je le répète. Moi, justement, la venue de Bertha, enfin, Isaac, on en entend parler, on en entend parler, on en entend parler. Enfin, pour moi, c'est pas dans l'ADN d'aller recruter un Isaac à 150 millions. C'était dans l'ADN d'Arsenal d'aller récupérer Isaac à la Sociedad en prenant un risque. Comme quand on a pris un risque en récupérant Bergkamp de l'Inter. Comme on a récupéré un Thierry Henry qui n'était pas au top du top à la Juve pour les raisons que tu veux. Ça, c'est l'ADN du club. Donc, justement, si c'est pour faire ce que tout le monde sur Twitter te dit de faire, Allez, on met 25 récupérer un millions direct. sur Mikotadze. Andrea Oui, Berta. ça tu. Non, non, mais bon, moi je suis plutôt un supporter d'aller chercher Sesco, où oui, on prend un risque, mais il y a des recherches qui ont été faites dessus, il y a des analyses de data et ce genre de choses. Enfin, tout ce que je vois, c'est que Isaac, quand il était à la Real Sociedad, juste avant de partir à Newcastle, ses stats, c'était pas la folie, hein. C'était pas la folie et ça représentait un risque. Il faut aller les prendre, les risques. Euh, Arsène Wenger le disait, We don't buy superstar. Et, et là, tu We make prends it. Bertha, il va chercher Isaac. On gagne pas la première ligue l'année prochaine. Là, Ah, là, il y a des je têtes qui vont pense devoir tomber, que hein. ah ouais, ouais, là c'est pour moi c'est pas enfin, Parce que moi, c'est pas smart de ce qui me rassure dans le marché, en tout cas dans les prix que l'on a entendu, pardon, désolé, je parle avec le nez, c'est vraiment chiant, que l'on a entendu pendant le mercato d'hiver, notamment sur le foot français, je pense qu'il y a quand même moyen de faire de belles opérations, peu risquées, peu ou pro risquées en tout cas, sur des montants qui ne sont pas énormes. Aujourd'hui, recruter à entre 20 et 30 millions un joueur sur un contrat de 3 ou 4 ans, c'est pas prendre des risques énormes. Et on en a souvent parlé cet hiver, Louis, un mec comme Cherki, Oui. avec les dangers qu'il représente d'un point de vue extra-sportif et mental, mais lui, il pouvait partir, je crois, c'était à 20, 23 ou 26 millions, je crois. Même moins, même moins. Bah, alors, à la fin, Textor a fermé la porte, mais apparemment, il y a quand même un accord pour que, oui, Cherki Voilà. Donc, quitte tu le vois, club, part du club, etc. si moi, cet été, tu me dis qu'on a recruté, alors
encore une fois, je vais m'arrêter au championnat français, mais je suis sûr qu'il y a la même chose en Italie, en Allemagne, etc. En me disant, OK, dans l'effectif, dans la rotation, tu as un Mikotadze qui t'a coûté 21 millions, tu as un Cherki qui t'a coûté 23 ou 24 millions, tu as deux joueurs assez intéressants pour 40, entre 40 et 45 millions. Moi, c'est pas le truc qui va me choquer, quoi. Alors, je suis pas pro Loni, attention, hein. Mais c'est deux noms que je donne comme ça. En Bah, tout tu peux cas, même faire mieux, hein. Tu peux même faire mieux. Tu peux aller carrément chercher Jonathan David libre. Alors certes, c'est pas le meilleur des attaquants, mais ah, mais pas cher, le gratuit, c'est pas cher, hein. il est libre. Alors après, ce ne sera pas ton attaquant titulaire. Pour moi, si ça tenait qu'à moi, on devrait même limite recruter deux numéros 9, tu vois. Hum. Donc je me dis, tu aurais Sesco, comme Jonathan a dit, je pense que c'est le plan B, voire limite le plan A, vu le prix d'Isaac. Je pense qu'effectivement, Sesco devrait être la priorité. À gauche, tu vas chercher Nico Williams, qui est quand même la priorité, et tu vas chercher Zubimendi. On va dire que c'était trois joueurs pour renforcer ton 11 de départ. Bon, là-dessus, je pense que si tu vas chercher Sesco, Zubimendi et Nico Williams, je pense que tu as bien renforcé ton 11 de départ. Mais après, là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'attends de lui qu'il renforce aussi l'effectif. Oui, oui, bien sûr, oui. Et l'effectif, c'est renforcer du coup la profondeur. Et là, c'est à rejoindre ce que je disais en première partie, c'est-à-dire que là, il faut être malin pour renforcer ton effectif parce que tu as déjà dépensé beaucoup d'argent pour ton 11 de départ. Donc, comment tu fais pour renforcer ton effectif en étant malin? Bah, tu vas chercher Jonathan David libre, tu vas chercher Leroy Sané libre, franchement, pourquoi pas. Tu vas chercher un gardien libre. Franchement, désolé, mais la doublure de Raya, pour moi, ça va être le joueur où on dépense le moins d'argent cet été. Je comprendrais pas qu'on aille mettre 20 millions ou 30 millions sur le gardien de l'Espagnol de Barcelone. Ça serait, Mais surtout, pour qu'est-ce que moi, tu lui une donnes? hérésie. C'est quoi son plan? Bah Qu'est-ce oui, que tu vas non, lui mais dire à ce mec-là pour le faire venir? Un troisième tour je, de je, FA même, Cup et une demi-finale de Carabao Cup, si tout se va bien, quoi. franchement, Pour même ce pour lui, prix-là? hein, je me mets à sa place, mais quel est l'intérêt de venir faire banquette à Arsenal derrière David Raya quand tu es un des gardiens les plus cotés en Espagne? Franchement, ça n'a Ah, aucun mais intérêt. comment on en a parlé, Louis, hein? S'il se renseigne un peu sur l'histoire récente des gardiens d'Arsenal, il se dit qu'il y a peut-être moyen Ouais, il y d'être a peut-être moyen titulaire dans 6 mois, tu vois. que David Raya se fasse ramsdaliser, mais après, je pense que c'est pas, on n'en est pas encore là. Oui. Non, je rigole, je plaisante. Pour ce Mais faire, donc voilà, bah, pour faire tout ça, ça, ça- on aura forcément besoin des compétences d'Andrea Berta. Et la similitude entre les deux clubs et la gestion des deux clubs me rassure un peu, notamment dans ce qui pour moi était problématique dans la fin du couple Edu-Arteta, à savoir que quand tout va bien, là on est les meilleurs amis, on bosse main dans la main, on mange ensemble, et quand il y a des accords, je mets, je vais pas dire mon poste sur la balance, mais je fais jouer ma grande gueule et je force pour recruter ce que je veux. Puisque toujours dans le même podcast des artilleurs, on apprend, parce que je suis pas un spécialiste de du foot espagnol, on apprend que certains joueurs recrutés par Andrea Berta, sur lesquels Diego Simeone était pas content de les avoir, très clairement, Simeone les a volontairement pas fait jouer et laissé sur le banc. Mais ça veut dire aussi que, si tu le prends à l'envers, Bertha ne se couche pas quand un coach n'est pas forcément d'accord sur un nom. Et que alors je il a t'arrête, sa vision. Oui, arrête-moi, vas-y. Raoul. J'ai entendu ça, et dans d'autres sources, j'ai entendu ça. Mais j'entends aussi que toutes les décisions sont prises avec le CEO, avec l'Andrea Berta qui n'a pas carte blanche, et avec Simeone. Donc, enfin, Mais c'est ce que je viens de te moi, dire avec c'est ça. le duo Edu C'est Arteta. c'est- Quand tout se c'est passait ce bien, point-là on travaille main dans que, la que main. j'ai Quand du mal ça à. va pas, ouais, mais entre ce qu'on te Voilà, dit et ce qui se passe. c'est ça que j'ai du mal à process, tu vois. Il a la prise de décision quand tu veux qu'il a la prise de décision, il n'a pas la prise de décision Ah quand on veut oui, pas, quand on veut qu'il ait pas, tu vois. ah, faut Donc, que tu- c'est pour ça que moi, je sais pas, je prends juste des pincettes avec ça, ouais. Mais en tout cas, la relation avec Arteta va être l'un des points clés de la réussite de Bertha. C'est qu'on va dire hein, quand même. Hein. Mais
Bertha, je le résume comme ça, peut faire le meilleur mercato ou le mercato estival le plus intelligent possible, je vais dire ça comme ça. Si Arteta joue pas le jeu et qu'il lui met des bâtons dans les roues, Bertha, elle Dans fera tous les rien. cas, ce qu'on peut dire, c'est que si Bertha a signé, c'est que Arteta était aussi d'accord avec la venue du profil de Bertha. Donc je pense que là-dessus, Arteta ne va pas découvrir le personnage Bertha, il ne va pas découvrir sa façon de travailler. Et je pense que ce qui va plaire à Arteta, c'est que Bertha connaît très bien le marché espagnol, ça je pense que c'est bien. Et que, comme tu l'as dit, il a eu l'habitude de travailler avec Simeone, qui, je pense, en termes de caractère, entre guillemets, je vais pas Mm. dire que les deux sont très similaires, mais je veux dire, ils ont quand même pas mal de similarités dans l'approche du football, on va dire. Et à eux d'être smart parce que un Bertha à l'Atlético, tu es entre un Diego Simeone qui est une grosse personnalité et un CEO qui est là depuis 30 ans, qui est très, 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 très impliqué dans les décisions. Là, au niveau footballistique, en tout cas, tu as juste Bertha Arteta. Parce que Garlic, le managing directeur du groupe, bon, lui, c'est plutôt au niveau côté business qu'il est présent. On a James King qui est directeur des opérations footballistiques, mais qui est surtout sur tout ce qui est contractuel. Et après, tu as Tim Lewis. Donc, à eux enfin, et à Bertha de faire en sorte que ça marche avec Arteta, parce qu'il aura quand même un tout petit peu plus de liberté qu'il avait à l'Atlético, malgré tout. Et les deux ont tout intérêt que ça fonctionne, hein, parce que comme tu as dit, Jonathan, si ça fonctionne pas la saison prochaine et qu'on n'arrive pas à, on va dire, prendre la première ligue ou à minimum gagner quelque chose, il y a des têtes qui vont devoir tomber. Et Et la c'est pas tête celle de d'Arteta ne Bertha se... qui sera. ouais, et c'est pas la Arteta ne sera pas couvert, je pense, hein. Parce que là, alors déjà là, cette saison, on va dire qu'il s'en sort parce qu'il y a les blessures entre guillemets qui couvrent un peu la saison, mais il y a quand même des critiques qui commencent à se lever sur le fait qu'on n'ait rien gagné, que qu'on ne gagne pas, etc. Sur la construction de l'effectif, parce qu'aussi Arteta a eu quand même son mot à dire sur la construction de l'effectif, etc. Donc quand même, les deux ont fortement intérêt à ce que la saison prochaine, ça fonctionne. Et tu vois, moi, alors je suis peut-être de la vieille école, hein, mais moi, le fait qu'on gagne rien cette année, c'est même pas ça qui me poserait problème. Vraiment, hein. Moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai la... Ouais. Non, mais moi, ce qui me pose problème, c'est plus un problème de fond. C'est-à-dire que moi, mon problème dans la saison que l'on fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est en mode régression. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et encore une fois, je le répète, et alors, on fera un bilan forcément de fin de saison, mais juste une petite parenthèse, je suis pas du tout un Arteta out, mais j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de régression et qu'en fait, finalement, tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a pointé du doigt en fin de saison dernière sur les points sur lesquels il doit s'améliorer, attention, tu es peut-être trop comme ci, trop comme ça. En fait, j'ai l'impression que tout éclate au grand jour. Et bien entendu que les blessures ont leur rôle dans la saison compliquée que l'on vit, mais, mais est-ce qu'il n'en est pas en partie responsable, tu vois? En fait, c'est ça. Non, Et mais moi, j'ai un vrai peut-être. problème aujourd'hui, et je vais vous dire les choses très clairement, comme ça c'est jeté dans la mare. Moi, je suis pas un Arteta out, parce que en fait, je sais pas qui mettre à la place. Et qu'aujourd'hui, si tu me demandes, OK, tu as la possibilité de sortir Arteta, tu mets qui à la place? Eh ben, j'ai pas un seul nom à vous donner. Mais je pense que enfin, c'est pas le débat à avoir, ni le moment pour ça. Moi aussi, je trouve que, bon, de toute façon, dans les courses au titre, celle où je me suis le plus éclaté, c'était 2022-2023. Il y a eu la deuxième partie de saison l'année dernière. Tu peux pas enlever que, enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Raoul, mais voilà, je pense que les blessures, malgré tout, tu perds ton meilleur joueur, Bien tu perds ton sûr. avant-centre. Martinelli, Jesus, qui malgré, bon bah Jesus, on sait très bien que depuis la Coupe du Monde, c'est pas ça, mais bon, il a pu amener un petit peu de profondeur à l'effectif au mois de décembre. Euh, on est deuxième de Première Ligue, on est en quart de finale Oui, 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 contre le bien Real sûr. Madrid. Donc moi, je suis quand même à regarder les faits. Si on finit deuxième de Première Ligue, on perd contre le Real Madrid en quart. Bon, c'est pas la fin du monde. Ça C'est sera pas, dommage, c'est non, ça dommage. sera, ça Il sera n'y a pas pas eu, il y a dégueulasse, pas bien eu, sûr. il y a pas eu de progression. Si par miracle on arrive à passer en demi, Ça bon sauve la là, saison. Ça sauve la ça saison. sauve ça sauve la saison. Mais oui, il faut donner à Arteta. J'écoute souvent un podcast en anglais et il y a souvent cette comparaison. C'est tu as un budget pour faire ta maison
il te manque 10 000 balles pour faire ton toit. Est-ce que tu vas casser ton budget pour finir ta maison ou est-ce que tu t'arrêtes comme ça? Je pense qu'il faut la direction, mettre ce qu'il faut sur la table pour donner à Arteta ce qu'il a besoin. Par contre, l'année prochaine, Ouais, mais si Il y a tu, des si tu attentes. il dois mettre sur la faut. table ce que Arteta a besoin, c'est un mercato à 300 ou à 350 millions, hein, vraiment, hein. Oui, bah, on C'est bien sait ça qu'il qui a m'inquiète. besoin d'un. Ouais, Enfin, on va pas se répéter des millions de fois, mais on sait qu'il faut un avant-centre, un ailier, oui, deux bah, milieux et un gardien. deux avancantes, ouais, bref. Euh, pour, euh, pour se diriger tout doucement vers la fin de cet épisode-là, et pour avoir votre ressenti, messieurs, et notamment sur le ressenti de Louis, puisque quand on a préparé cette émission-là, en tout cas quand tu as écrit l'article Jonathan et qu'on a proposé à l'assaut de faire un épisode là-dessus, Louis, tu l'as directement dit, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Je passe mon tour. Et moi, je t'ai répondu qu'en fait, c'est justement parce que tu ne maîtrises pas que j'avais envie de t'avoir dans cet épisode-là pour avoir vraiment euh, cet avis, ce ressenti du fan d'Arsenal. Est-ce que c'est plutôt un bon recrutement, mauvais recrutement, par rapport aussi, si on met en parallèle les noms qui avaient été cités. Alors, Aito faisait partie visiblement de ces noms cités pour poursuivre l'intérim et pour devenir le directeur sportif attitré. Euh, Toi, du coup, alors il est même pas encore là officiellement, je pense que vraiment, on peut pas se planter là-dessus, sinon on fera un podcast d'excuses. Mais Louis, parce qu'on savait que c'était la première pierre finalement à poser avant d'entreprendre des grandes manœuvres cet été. Tu le sens comment, toi? Tu trouves que c'est par rapport aux prétendants qu'il y avait, par rapport aux noms qui circulaient, par rapport à ta vision des choses, etc. Est-ce que toi, en tant que supporter d'Arsenal, tu es content de l'arrivée de Bertha? Oui, bah, c'est sûr que. Indépendamment du fait qu'on peut faire un jeu de mots avec son nom. Oh non, pour en faire beaucoup, non, mais en fait, comme disait, c'est vrai qu'en fait, c'était un peu une inconnue pour moi parce que, comme Jonathan l'a dit en préambule, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Donc, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a eu l'habitude de se mettre en avant dans son rôle Atlético, qui a pas eu l'habitude de faire énormément d'interviews, de parler de sa façon de faire, etc. Donc, au final, effectivement, c'est pas quelqu'un que je connaissais. Après, si tu creuses effectivement un peu comme je l'ai fait pour ce podcast, ce qu'il a fait avec l'Atlético, comment il s'y est pris, etc., je trouve que c'est plutôt intéressant. Et moi, ce qui me rassure le plus, c'est qu'avec l'Atlético, comme je dis, il a évolué dans un cadre économique bien précis, en respectant une logique économique. Ça, je trouve que c'est le plus intéressant, parce qu'on a eu quand même des noms qui ont circulé, par exemple Luis Campos, etc., du PSG, mais la façon de travailler du PSG, la façon de travailler d'Arsenal, mais économiquement, pardon, pas la même chose. Donc là, ça m'aurait peut-être fait un peu plus tilter. Mais moi, j'ai envie de lui donner du crédit. J'ai envie de lui donner du temps aussi. Parce que comme on l'a dit, il va devoir rattraper deux mercatos qu'on a ratés. Et ma plus grosse crainte, c'est qu'il n'y arrive pas et qu'il n'arrive pas, pardon, à le faire en un seul mercato. Donc il va falloir lui donner du temps. Il va falloir aussi, comme j'ai dit, qu'il soit malin pour combler un effectif qui est l'effectif le plus court de Première Ligue. Donc pour moi, ça a tout d'être quand même la bonne pioche, je pense. Ok. Jonathan, toi qui as un peu plus bossé le sujet, je pense que tu ne peux que aller et rejoindre, tu ne peux que rejoindre Louis dans cette analyse-là, je suppose. Bah, alors écoute, tu prends le palmarès d'Arsenal depuis 2012, tu prends le palmarès de l'Atlético depuis 2012 et tu rapproches ce qui a été dépensé, l'argent qui a été dépensé, l'argent qui a été gagné et je pense que la réponse, tu peux pas, c'est difficile d'avoir un autre avis, quoi. C'est quand même très prometteur, Sachant qu'à donc l'Atlético, oui, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, hein, je vais peut-être me tromper complètement, mais ils ont changé récemment de stade aussi. Oui. yes. Enfin, Et récemment,
récemment, ça commence à remonter à quelques années, mais enfin, J'allais je dire crois. 3, moi j'allais dire 3 4 ans. Est-ce que je me trompe ou c'est plus vieux que C'est ça? pas pour la finale Ligue des Champions 2020 ou Europa League 2000, je sais plus. Ah, ça ferait 5 ans. Et ça n'a pas forcément impacté. En tout cas, nous, on sait que l'Emirates nous a fortement impacté dans le recrutement à l'époque. Et on voit qu'il y a eu une sorte de, en tout cas, de continuité intelligente menée par la direction et notamment sportive avec Andrea Berta. En tout cas, moi, messieurs, j'ai vraiment hâte d'être sur cette période de juillet-août qui généralement est assez stressante pour certains, suivez mon regard. On veut pas être en août, on veut pas Euh, d'août. On veut qu'au 31 juillet, tout soit réglé. On ouais, ouais. Ouais, arrête les voilà. trucs, dernière semaine d'août, vendredi soir, 23h, bim, Raheem Sterling. Faut arrêter ça. Tu sais, Faut... comme dans FIFA, premier jour du mercato, tu balances 250 millions, tout le monde dit oui, tout le monde signe, et 2 Non, juillet, c'est mais parti. Bah, plus tôt le il y a recrutement il deux, est fait, plus tôt tu peux être serein et il travailler collectivement, ouais, il y a forcément. 2 ans, quand il y a Rice et Havertz qui arrivent, je crois que les deux, ils sont dans le club le 15 juillet. Les deux, ils Ouais. sont dans le club le 15 juillet. Ça veut dire que tu fais ta tournée aux États-Unis Mm. avec tout ton groupe. Là, voir Aaron Ramsdale bloqué dans un hôtel pendant 48 heures à Southampton, d'attendre que peut-être. C'est bon pour personne, ça. Donc, Ouais, Ouais, et le pire, c'est ça, c'est d'être bloqué à Southampton, quoi. C'est ça le pire. c'est surtout ça. ouais. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Il nous reste à peu près 5 minutes et j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, prenons quand même le temps de saluer la première convocation, la première titularisation et le premier but de Mister Lewis Kelly. Franchement, en tant que supporter d'Arsenal, c'est. Bah, moi, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, j'étais fier et content pour lui et fier parce que bah, notre pépite, ça y est, elle a encore gravi un échelon et que. Alors, même si le but, il est en soi, il est pas. Tu vois, bah, il est là au bon endroit au bon moment, mais c'est pas un but de fou, quoi. Bah, Il met la pour balle un entre arrière les gauche, buts. Mais pour un arrière gauche, la palle est intéressant quand même. oui, Alors, je sais pas s'il a joué arrière gauche. D'ailleurs, j'ai pas vu le match. Est-ce qu'il a joué au milieu ou arrière gauche? Je ne sais pas. oh, j'aurais tendance à dire qu'il a joué. J'ai pas vu non plus. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite histoire sympa du jour. Et je voulais terminer, messieurs, avant de vous remercier et de vous saluer, je voulais vous terminer pour annoncer à nos auditeurs que suite et probablement fin de l'épisode Facebook de notre page Arsenal French Club, on a mis du temps, mais je crois qu'on a tous tiré un trait dessus et sur l'espoir d'un jour récupérer cette page qui comptait plus de 80 000 abonnés. Et on Un s'est peu posé moins. environ 77 000. 77 ou On a 78. eu la notif hier, 78 000. 78 000, ouais, parce qu'on a, on a le compte qui est banni, mais on reçoit encore des notifs, c'est magnifique. Et on s'est longtemps posé la question, et finalement, on s'est dit que notre communauté d'hier méritait qu'on retente le coup, et donc du coup, une nouvelle page a été créée. Et cette page, parce on n'arrivait pas à faire une page avec le mot Arsenal dedans, donc cette page s'appelle Gunners French Club. Elle est disponible sur Facebook depuis le début de la semaine dernière, je crois, ou début de cette semaine-ci. Donc voilà, donc si on avait un petit message à passer à nos auditeurs et à nos auditrices, allez vous abonner. Il faut qu'on arrive à monter rapidement au nombre d'abonnés pour qu'on puisse être pour qu'elle ait une certaine visibilité. N'hésitez pas à partager cette page avec vos potes et amis fans d'Arsenal. Et alors, moi, très probablement qu'on ne retrouvera jamais les 78 000 abonnés, mais si on pouvait en retrouver quelques milliers, pardon, ça récompenserait aussi le travail de toute l'asso et de ce qui est fait au quotidien. Voilà. Prochain match, messieurs, on reprend le championnat. Mardi, semaine prochaine. On joue en semaine. 1er avril, je crois. 1er Ouais. avril. 1er avril, en championnat d'abord contre Fulham, si je ne me trompe pas. Ou je C'est raconte ça. peut-être un peu de. Ouais, ok, bah voilà. Et c'est un mardi, je crois, et c'est à 20h45. Donc, on sera au rendez-vous d'un nouveau podcast de débrief en espérant voir des belles choses. Calafiori s'est blessé, mais visiblement pas trop de nouvelles. Moi, quand je vois son genou, mon Dieu, on va croiser les doigts, mais Apparemment, je crois que c'est une torsion. Il en aurait pour 2 ou 3 semaines, je crois. Donc, ouais, bon, c'est voilà. mineur, mais effectivement, Bah, ça se la rajoute blessure, à elle est la liste. encore. Ouais, voilà.
Et sinon, je crois qu'au niveau des blessés, il y a Gabriel qui a quitté la sélection brésilienne puisqu'il est suspendu, qui ne pourra pas jouer. Ouais, Très bien. Le petit carton, il a pris un le carton petit carton jaune. jaune, Ah vraiment. mince, par hasard, hein. C'est vraiment un pur hasard qu'il ait pris ce carton jaune là quand même, hein. Merde, Mince merde, erreur. merde. On comprend pas pourquoi il a souri en prenant le jaune, mais voilà. Mais en tout cas, il rentre à la maison travailler avec nous. Et on parlera peut-être dans un autre épisode de Saliba en bleu ou que sais-je. En tout cas, Louis et Ou Jonathan. croisons aussi les doigts pour peut-être un retour de Saka mardi, hein. Logiquement, on s'en rapproche quand même drastiquement. En tout cas, Sur le banc, en tout cas. il est pressenti pour être de retour dans cette période-là. Et effectivement, ce serait une bien belle histoire que de le retrouver, même sur le banc, mais dans le groupe, parce que ça fait trop longtemps qu'on le voit en tribune et qu'on le voit ronger son frein. Jonathan, merci pour l'article que tu as écrit au moment de l'arrivée de Bertha, qui nous a énormément drivé sur cette émission-là. Louis, merci par avance sur l'article que tu es en train d'écrire tu le disais avant, sur un bilan un peu plus chiffré, quantifié de Bertha. J'ai hâte de lire tout ça. Retrouvez-nous sur Insta, sur X, sur Facebook. Facebook, Gunners French Club. Si les émissions et le podcast vous plaisent, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter. On est friand de ça. Et bon, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on aime échanger et avoir des arguments, même quand ils sont différents et contraires. Il est dimanche matin, 11h20. Pour certains, c'est l'heure de l'apéro. Louis, c'est le moment Non, Non, pas le dimanche. pas le Pas le dimanche. dimanche. C'est l'heure du panel non plus, non, pas à cette C'est heure-là. l'heure. Non, c'est l'heure de téléfoot. C'est l'heure de téléfoot. Ah, c'est vrai que ça fait tellement Ah d'années que oui. je regarde plus téléfoot que j'ai perdu ce rendez-vous-là. On embrasse Méchat qui poursuit son petit voyage. Ben, j'embrasse Méchat qui poursuit son petit voyage en Asie en espérant le retrouver rapidement sur ces ondes-là. Je vous embrasse, Jonathan, Louis, toute l'assaut. Un petit bisou à Laura qui avait anniversaire cette semaine. Je donnerai pas son âge, je pourrais presque être son père. À bientôt, messieurs. Mais oui, t'es beau, Louis. Elle est parfaite, ta coupe. C'est bon. Ouais, t'as raison. T'es très bien coiffé pour aller voir Téléfoot. Messieurs, à très bientôt. Et puis, Common Gunners. Allez, Ciao, ciao. ciao, ciao. Salut, salut. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.